par une nuit d'hiver glacial en Normandie, la petite gare de Vernon reposait dans un silence presque total, ses lampadaires vacillant sous le vent mordant qui balayait les quais. Un seul homme se tenait là, immobile sur le quai numéro 1, serrant contre sa poitrine une photographie usée. Il s'appelait Léo Dubois, et pour quiconque l'aurait aperçu cette nuit-là, il ressemblait à une âme qui avait déjà fait ses adieux au monde. À minuit 4, le klaxon strident du train express déchira le silence, rugissant le long des rails. Une vague de lumière aveuglante inonda le quai alors que le convoi approchait à toute vitesse. À l'autre bout, un jeune couple se mit à crier, leur voix se perdant dans le fracas. Le conducteur, dans sa cabine, actionna les freins d'urgence, sachant pertinemment que la distance était trop courte, et à cette seconde précise, Léo se pencha en avant, au-dessus du vide. Une douce lueur blanche apparut à côté de lui, prenant la forme d'une femme coiffée d'un voile bleu flottant. Léo Dubois n'avait pas toujours été cet homme au bord d'un quai, prêt à se laisser engloutir par les ténèbres. Des années plus tôt, il était un employé loyal sur un site industriel près de Nantes, un père dévoué, un homme qui tentait discrètement de bien faire les choses. Mais la vie a une manière bien à elle de briser les cœurs les plus solides. Et celui de Léo avait été brisé 2 fois. Le premier coup était tombé 3 ans auparavant, lorsque son fils de 9 ans, Lucas, était mort dans un accident de voiture provoqué par un chauffard ivre. Léo était arrivé à l'hôpital trop tard pour lui dire au revoir. La culpabilité de cette nuit-là ne l'avait plus jamais quitté, le suivant comme une ombre tenace. Il cessa de dormir, de sourire, et lentement, il se referma sur lui-même, s'éloignant de tous, y compris de sa femme, Manon. Leur chagrin commun, au lieu de les rapprocher, les avait déchirés. 1 an plus tard, elle demandait le divorce. Le second coup porta le coup de grâce 8 mois avant cette nuit à la gare. Léo fut licencié après 15 ans de service. L'usine réduisait ses effectifs et, malgré sa loyauté sans faille, on lui signifia que son poste n'était plus essentiel. Il rassembla ses affaires dans une boîte en carton, sortit dans le vent glacial et sentit quelque chose s'effondrer en lui. Les factures s'accumulèrent, impitoyables. Leur maison de campagne fut saisie. Léo emménagea dans un studio sombre aux murs écaillés, meublé d'un unique matelas posé à même le sol. Les repas devinrent facultatifs. L'espoir, un concept étranger. Des amis tentèrent de le joindre. Sa sœur cadette lui laissa des messages vocaux empreints d'inquiétude. Manon lui envoya une carte d'anniversaire, sans doute par pitié. Le curé de son ancienne paroisse l'invita à revenir à l'église, lui rappelant qu'il avait autrefois la foi, une foi véritable en la présence de Dieu. Mais Léo ne croyait plus que Dieu se soit trouvé près de lui depuis bien longtemps. Au cours des dernières semaines, il avait pris l'habitude de faire de longues promenades après minuit, errant sans but dans les rues désertes. Parfois, il se tenait sur des ponts, regardant fixement les voitures passer en contrebas. D'autres fois, il se retrouvait devant la vieille église qu'il fréquentait jadis, ses vitraux brillant doucement comme de lointains souvenirs. La nuit où tout bascula, Léo monta dans un bus sans destination. Quand les portes s'ouvrirent à la gare de Vernon, il descendit sans réfléchir. Le quai était vide, le vent hostile, et tout ce qu'il portait sur lui était la photographie de Lucas, corné à force d'avoir été tenu trop fort, trop longtemps. Pour la première fois, Léo murmura dans l'air froid, « Je suis si fatigué. Je veux juste que la douleur s'arrête. » Et il s'avança vers le bord des voies. L'horloge de la gare de Vernon indiquait 23h52 lorsque Léo arriva, bien qu'il ne semblât remarquer ni l'heure, ni rien de ce qui l'entourait. Le quai était presque désert, à l'exception d'un jeune couple absorbé par leur téléphone et d'un homme plus âgé attendant le dernier train vers le sud. L'air sentait le fer et la neige. Un fin brouillard flottait au-dessus des rails, dérivant comme de la buée sur une vitre. Léo resta immobile pendant près d'1 heure. Les images de vidéosurveillance montreraient plus tard qu'il faisait 3 pas en avant, puis 3 pas en arrière, encore et encore, comme s'il luttait contre une décision que personne ne veut prendre. Ses épaules tremblaient sous son manteau usé. Parfois, il essuyait ses yeux du revers de sa main. D'autres fois, il fixait simplement la photo de son fils, son pouce caressant doucement le visage souriant de Lucas. À minuit 3, un léger grondement commença à faire vibrer les rails d'acier. Le train express 1267 en provenance du nord approchait à grande vitesse. Le couple à l'autre bout du quai n'y prêta d'abord pas attention, mais au moment où Léo fit un pas de plus vers le bord, la jeune femme donna un coup de coude à son petit ami. « Regarde-le » murmura-t-elle. « Il va bien ?»
Sa voix portait juste assez de peur pour attirer l'attention de son compagnon. Léo ne les entendit pas. Il n'entendait rien. Ce qu'il entendait, en revanche, c'était l'écho du rire de Lucas. Réel ou imaginaire, il ne pouvait le dire. Un souvenir fulgurant lui traversa l'esprit. Son fils, assis sur la banquette arrière de la voiture, donnant des coups de pied dans le vide, fredonnant un air du catéchisme. « Papa, regarde. Les nuages ressemblent à des anges », avait dit Lucas un jour. Léo déglutit avec difficulté. Son cœur battait si fort que cela en était douloureux. Au même instant, le klaxon du train déchira la nuit. Long, urgent, sans équivoque. Le conducteur dans la locomotive, un vétéran nommé Jean Leclerc, repéra Léo instantanément. Leclerc actionna les freins d'urgence et jeta tout son poids sur les commandes. Il cria dans la radio, « Homme sur la voie. Homme sur la voie. » Mais il connaissait déjà la vérité. Un train de cette taille ne s'arrête pas en quelques secondes. Le couple se mit à hurler, « Monsieur !» et « Reculez !» L'homme plus âgé laissa tomber son café et courut vers Léo en agitant les bras, mais il était trop loin. Les lumières du quai vacillèrent alors que le train rugissait, ses phares blanchissant le brouillard. Léo baissa les yeux sur la photo dans sa main. Il ne murmura qu'un seul mot, « Lucas ». Puis il s'avança juste au moment où l'avant du train passait le seuil du quai dans un vacarme assourdissant. Au moment où Léo s'avança, le quai sombra dans le chaos. La jeune femme qui l'observait fut la première à crier. Sa voix, aiguë et terrifiée, fendit l'air glacial. Non, 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 non. Que quelqu'un l'aide. Son petit ami lui attrapa le bras, la tirant instinctivement en arrière, craignant qu'elle ne coure elle-même vers les voies. Plus loin sur le quai, l'homme plus âgé, qui avait renversé son café quelques instants plus tôt, sprintait plus vite que quiconque aurait cru un homme de son âge capable de le faire. Son souffle se condensait en buée dans l'air glacial tandis qu'il courait, une main tendue comme s'il croyait, absurdement, désespérément, pouvoir tirer Léo en arrière par la seule force de sa volonté. Mais il était encore trop loin. Le train était trop rapide. L'instant glissait entre les doigts de chacun comme du sable. Deux étudiants qui montaient les escaliers se figèrent à mi-chemin, abasourdis par le klaxon assourdissant et les phares aveuglants. L'un d'eux jura bruyamment. L'autre laissa tomber son sac à dos et porta la main à sa bouche. Elle murmura, « Mon Dieu, on va le voir mourir. » De l'autre côté des voies, un cheminot qui attendait la fin de son service vit toute la scène sous un angle différent. Plus tard, il jurait à plusieurs reprises que quelque chose n'était pas normal. Au début, il pensa que les lumières autour du train s'étaient intensifiées d'une manière étrange, anormale, comme si l'air chatoyait juste au-dessus des rails. Mais à ce moment-là, son cerveau ne parvenait à rien comprendre d'autre que la vision horrifiante d'une silhouette humaine à quelques centimètres d'une locomotive lancée à pleine vitesse. Alors que le train fonçait, la voix du conducteur, depuis l'intérieur, résonna dans la nuit, un cri d'agonie englouti par le métal et la vitesse. Il pressa sa main contre la vitre, un geste impuissant né de l'instinct plutôt que de la logique. Il savait qu'il était en train de regarder un homme mourir juste devant lui. Les témoins se préparèrent au choc. Certains se détournèrent. D'autres ne purent pas. La jeune femme s'agrippa à son petit ami, des larmes coulant sur son visage. L'homme plus âgé trébucha en atteignant la ligne d'avertissement jaune, ses genoux flageolants de terreur. Un adolescent se mit à prier à voix basse, les mots sortant en panique, à moitié formés et tremblants. Et dans ces dernières millisecondes avant l'impact, chaque témoin partagea la même pensée, il n'y a aucune chance qu'il survive à ça. Mais alors, quelque chose se produisit. Quelque chose qu'aucun d'entre eux ne serait jamais capable d'expliquer. Un flash de blanc, doux et pourtant incroyablement lumineux, éclata à l'endroit exact où Léo aurait dû être heurté. Et, l'espace d'un battement de cœur, le quai tout entier devint silencieux. À l'intérieur de la locomotive rugissante, le conducteur Jean Leclerc sentit sa poitrine se serrer à l'instant où il repéra Léo sur les voies. Il conduisait des trains depuis 27 ans, assez longtemps pour connaître la distance précise dont son train avait besoin pour s'arrêter, et assez longtemps pour reconnaître quand il n'y avait absolument aucune chance d'éviter une collision. Ses mains volèrent sur les commandes, actionnant le frein d'urgence si fort que ses jointures devinrent blanches. Des étincelles jaillirent le long des roues alors que le métal luttait contre le métal. Toute la cabine trembla violemment. Il contacta le poste de régulation d'une voie tremblante d'urgence. Personne sur la voie. On ne s'arrêtera pas à temps.
Mais avant même que les mots ne quittent sa bouche, il savait qu'il était trop tard. Les phares balayèrent la silhouette de Léo comme un projecteur cruel. Leclerc vit le visage de l'homme pendant une fraction de seconde. Pâle, creusé, vaincu. C'était un regard qu'il n'avait vu qu'une seule fois auparavant, des années plus tôt, lors d'une autre nuit d'hiver tragique qu'il aurait souhaité oublier. Son cœur se brisa à nouveau. Les lèvres de Leclerc bougèrent avant qu'il ne réalise qu'il priait, sans réfléchir, suppliant depuis un endroit si profond qu'il ne savait pas qu'il existait encore. Sainte Vierge, je vous en prie, pas encore. Sa famille récitait le chapelet tous les soirs quand il était enfant. Il s'était éloigné de l'église à l'âge adulte, mais l'image de la Vierge Marie, douce, pleine de chagrin et de miséricorde, ne l'avait jamais quitté. Dans les moments de peur, son nom revenait toujours sur ses lèvres. Il pressa les deux paumes contre la vitre, se penchant en avant comme si son corps pouvait d'une manière ou d'une autre ralentir le train. Des larmes brouillèrent les contours du monde. Le klaxon hurla dans l'obscurité jusqu'à ce que ses oreilles bourdonnent. Il sentit le moment de l'impact arriver. Pas en secondes, mais en respiration. 5 respirations. 4. 3. Puis quelque chose changea. C'était subtil au début. La lumière à l'avant du train sembla se courber comme si elle heurtait une nappe de brouillard. Puis, sans avertissement, une douce lueur blanche éclata directement dans le faisceau des phares. Douce, rayonnante, incroyablement calme au milieu de la violence du moment. Leclerc cligna des yeux, pensant que sa vue lui jouait des tours. Mais la lueur ne s'estompa pas. Elle se forma, prit forme, se rassembla pour devenir la silhouette indubitable d'une femme portant un long voile flottant. Sa silhouette était sereine, immobile, se tenant exactement entre Léo et le train qui approchait. Leclerc suffoqua. Il s'étouffa avec sa propre respiration. Chaque poil de son corps se dressa. Et dans le battement de cœur suivant, la locomotive massive tressauta, ralentit et octa comme si une barrière invisible avait absorbé son poids. Au moment où le train sursauta, une onde de choc et de confusion se propagea sur le quai. Les témoins qui s'étaient préparés, les mains sur la bouche, les yeux fermés, les rouvrirent lentement, un par un. Mais au lieu de l'horreur à laquelle ils s'attendaient, quelque chose de tout à fait différent s'offrit à leur regard. Une lueur blanche, douce et stable, flottait à l'endroit exact où Léo aurait dû être heurté. Ce n'était pas l'éclat dur des phares du train. Ce n'était pas des étincelles. Ce n'était pas un reflet. C'était une lumière chaude, presque comme un clair de lune, mais vivante, vibrant d'une pulsation douce, comme si elle avait son propre battement de cœur. La jeune femme qui avait crié quelques secondes plus tôt se tenait maintenant figée, sa voix coincée dans sa gorge. Elle murmura, « Tu vois ça ? Dis-moi que tu vois ça. » Son petit ami hocha la tête, sans voix, le visage pâle d'admiration et de terreur. L'homme plus âgé, qui avait couru vers Léo, tomba à genoux. Il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Il savait seulement que ce n'était pas naturel. « Mon Dieu » souffla-t-il, la voix tremblante. « Protégez-le. » Sur le quai d'en face, le cheminot s'arrêta net dans sa course. Il cligna des yeux avec force, pensant avoir un problème de vision, mais la lueur ne disparut pas. Elle resta là, chatoyante, immobile, comme un rideau de lumière protégeant l'homme sur les voies. À l'intérieur du train, le conducteur Leclerc ne pouvait plus respirer. Sa main tremblait alors qu'il fixait la lueur. Elle n'était pas aveuglante. Elle était paisible, familière. Il sentit un poids se soulever de sa poitrine, une sorte de chaleur se répandre dans ses côtes et remonter dans sa gorge. Il le murmura avant même de se rendre compte qu'il avait parlé à voix haute. Sainte Vierge. Au moment même où il prononça son nom, la lueur sembla s'intensifier un bref instant, puis s'effondra sur elle-même, disparaissant dans un éclat silencieux comme une bougie qu'on éteint doucement. Mais le plus impossible n'était pas la lumière. C'était ce qui restait après sa disparition. Léo, allongé sur le ballast, respirant, vivant, pas écrasé, pas projeté, pas mutilé, juste allongé là, recroquevillé sur le côté comme quelqu'un qui se serait évanoui. Le train s'était arrêté à quelques centimètres de lui, si près que la chaleur du moteur montait en vague au-dessus de son corps. Pourtant, rien, absolument rien ne l'avait touché. La jeune fille dans les escaliers se serra la poitrine et murmura, « Comment ? Comment est-il vivant ? Il aurait dû. Il ne devrait pas. » Elle ne put terminer sa phrase.
Personne ne le pouvait, car chaque pensée rationnelle, chaque loi de la physique, chaque certitude de ce qui aurait dû se produire venait d'être pulvérisée. Pendant plusieurs longues secondes, personne n'osa bouger. Le seul son était le sifflement des freins du train qui refroidissait et le bourdonnement lointain du vent d'hiver qui balayait le quai. Puis, lentement, si lentement que cela semblait irréel, les doigts de Léo tressaillirent. L'homme plus âgé haleta. Il est vivant. Seigneur Dieu, il est vivant. Le jeune couple n'y crut pas au début. Ils regardèrent, les yeux écarquillés, le corps de Léo bougeait légèrement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en respiration tremblante. Sa tête tourna juste assez pour que les faibles lumières de la gare éclairent le côté de son visage. Mais Léo n'était pas tout à fait conscient. Pas encore. Dans l'obscurité sous le châssis massif en acier du train, Léo se sentait en apesanteur, comme s'il flottait dans une eau chaude. Il n'y avait aucun son, aucune peur, aucune douleur, pas cette peur écrasante qu'il avait ressentie avant de quitter le quai. À la place, il y avait une présence, calme, aimante, familière d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Une voix de femme, ni forte, ni écho, mais douce, murmura dans le silence qui l'entourait. « Tu n'es pas seul. Pas ce soir. » Il ne savait pas s'il rêvait ou s'il mourait, mais il sentit une main, douce, chaude, se poser sur son épaule. Pour la première fois depuis des années, l'étau dans sa poitrine se desserra, comme si quelqu'un venait de soulever le poids du monde de ses épaules. Il essaya d'ouvrir les yeux. La voix revint, plus proche cette fois. « On t'aime. Retourne. » Soudain, un air froid lui fouetta le visage. Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Au-dessus de lui, le dessous de la locomotive se dressait comme une montagne de métal. De la vapeur s'enroulait autour de lui en doux ruban blanc. Les lumières du quai clignotaient à travers les espaces entre les roues. Léo sursauta, aspirant une bouffée d'air tremblante. Il n'était pas écrasé. Il ne saignait pas. Son corps semblait étrangement léger, intact. « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ?» murmura-t-il. Des cris résonnèrent d'en haut. « Il bouge. »« Monsieur, ne vous levez pas. Restez où vous êtes. Appelez le SAMU, maintenant. » Léo cligna des yeux en direction du son des voix frénétiques. L'homme plus âgé était allongé à plat ventre sur le quai, tendant une main entre les roues, des larmes coulant sur ses joues. « Mon garçon, vous m'entendez? Vous êtes blessé? » Léo ouvrit la bouche, mais le seul son qui en sortit fut un murmure rauque. « Elle m'a tenu. » La jeune femme fronça les sourcils. « Qui vous a tenu? » Léo déglutit difficilement, sa voix à peine audible. « La dame en bleu. » Un silence stupéfait s'abattit sur les témoins, car aucun d'entre eux n'avait vu de femme sur les voies, seulement la lumière. Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes, leurs bottes martelant le quai alors qu'ils se précipitaient vers l'endroit sous la locomotive. Le train s'était arrêté si près de Léo que les sauveteurs durent ramper sous le châssis pour l'atteindre. Une ambulancière, une femme expérimentée nommée Sandrine Martin, dirait plus tard que lorsqu'elle avait vu Léo pour la première fois, elle s'attendait à des os brisés, du sang, quelque chose. Mais ce qu'elle trouva la laissa bouche bée. Aucune contusion, aucune fracture, aucun signe qu'il ait même heurté le sol violemment. « Monsieur, vous m'entendez » demanda-t-elle en dirigeant une lampe dans ses yeux. Léo hocha faiblement la tête. « Elle m'a tenu, » murmura-t-il à nouveau. Sandrine fronça les sourcils. « Qui vous a tenu, mon petit ?» Mais le regard de Léo dériva vers le haut, vide, comme s'il regardait quelque chose bien au-delà de l'acier et de la fumée qui l'entourait. Au moment où ils le hissèrent sur un brancard, les gendarmes et la sécurité de la SNCF avaient bouclé tout le quai. La gare grouillait de gyrophares, de radios crépitantes, d'agents parlant les uns par-dessus les autres. Le lieutenant Nicolas Fournier de la sûreté ferroviaire prit les choses en main. C'était un homme pragmatique, ferme, méthodique, allergique à tout ce qui ressemblait de près ou de loin à de la superstition. Il interrogea les témoins un par un, s'attendant à la confusion habituelle qui suit les événements traumatisants. Mais au lieu de cela, il entendait sans cesse le même détail étrange. Il y avait une lumière. On aurait dit une personne. C'était blanc, comme un brouillard lumineux. Fournier, peu impressionné, ordonna à la sécurité de récupérer toutes les bandes vidéo disponibles.
La gare disposait de 6 caméras haute définition avec des angles de vue qui se chevauchaient. Si quelque chose d'inhabituel s'était produit, Fournier était convaincu qu'il le verrait. Lorsque les images furent chargées, les agents se pressèrent autour du moniteur. Au début, tout semblait normal. Léo faisant les 100 pas, le train approchant, les témoins réagissant. Puis, le moment de l'impact approcha et l'image sauta. Pas le genre de saut causé par un dysfonctionnement, pas de parasite, pas de distorsion numérique. Une forme apparut. Une explosion concentrée de lumière blanche, figée entre deux images, durant exactement 0,3 secondes, assez pour former la silhouette de quelque chose d'indéniablement humain. Une silhouette élancée se tenant entre Léo et la locomotive lancée à toute vitesse. Sandrine, qui était restée, halta. Le cheminot recula complètement de l'écran. Le lieutenant Fournier se pencha, la mâchoire serrée. Ça n'a aucun sens, marmonna-t-il. Un gendarme murmura ce que tout le monde pensait mais avait trop peur de dire, on dirait une femme. Comme si quelqu'un s'était mis devant le train. Fournier secoua la tête. Impossible. Personne d'autre n'était sur ses voies. Mais au fond de lui, sous sa logique, sous des années d'entraînement, quelque chose à propos de cette lueur le troublait, car cela ne ressemblait pas à une personne. Cela ressemblait à une présence. Léo passa la nuit à l'hôpital de Nantes en observation. Bien que les médecins réalisèrent rapidement qu'il n'était pas là pour des blessures, il n'en avait aucune. Pas une côte fêlée, pas un muscle déchiré, juste un léger état de choc et une déshydratation. Pourtant, ils le gardèrent pour une évaluation psychiatrique, craignant l'évidence. Une tentative de suicide suivie d'une survie miraculeuse signifiait souvent des blessures plus profondes cachées sous la peau. Mais quelque chose d'inattendu se produisit pendant ces heures calmes à l'hôpital. Léo dormit. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, il dormit sans se réveiller en sursaut de cauchemars de pneus crissants, de verres brisés ou des derniers instants de Lucas. Les infirmières rapportèrent qu'il dormait si profondément qu'elles devaient le secouer doucement pour prendre ses constantes. Et quand il se réveilla, la lourdeur dans ses yeux était différente. Pas disparue, mais plus légère, comme si un épais brouillard en lui s'était enfin dissipé. Une psychiatre nommée docteur Valérie Lefebvre vint lui parler au lever du soleil. Elle s'attendait à de la confusion, de la culpabilité, une mémoire fragmentée, des symptômes qu'elle avait vus d'innombrables fois chez des patients ayant vécu des expériences de mort imminente. Mais Léo n'était pas confus. Il n'était pas évasif. Il n'était pas fragile. Il était calme. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, dit-il doucement. Mais quelque chose m'a tenu. Je devrais être mort, mais je ne le suis pas. Quelqu'un voulait que je vive. » Le docteur Lefebvre se renversa dans son fauteuil, surprise par sa clarté. « Et vous croyez cela? Quelqu'un vous a sauvé? » « Elle ne m'a pas seulement sauvé, » murmura Léo. « Elle m'a touché. Elle m'a parlé. » Le docteur Lefebvre prit des notes, réfléchit mais prudente. « Qui pensez-vous que cette femme était? » Léo regarda par la fenêtre la pâle lumière du matin qui s'étendait sur le jardin de l'hôpital. La dame en bleu. La phrase fit frissonner le docteur Lefebvre, sans qu'elle sache pourquoi. Au cours des 48 heures suivantes, de petites choses commencèrent à se produire. Des choses que Léo remarqua à peine, mais dont les infirmières chuchotaient dans les couloirs. Il sourit doucement quand on lui demanda comment il se sentait. Il remercia l'agent d'entretien d'avoir vidé sa poubelle. Il fredonna une mélodie qu'il ne se souvenait pas avoir apprise. Il prit le chapelet laissé sur la table de chevet par une vieille infirmière. C'était comme si quelque chose en Léo s'était ravivé, une flamme silencieuse qui reprenait vie. Et ceux qui l'entouraient le sentaient aussi, car la souffrance avait creusé des sillons profonds sur le visage de l'homme arrivé à cet hôpital. Mais l'espoir, un espoir réel, mystérieux, inexplicable, les comblait lentement. 2 jours après l'incident, alors que Léo se reposait dans sa petite chambre d'hôpital, on frappa doucement à la porte. Une infirmière passa la tête. « Monsieur Dubois, quelqu'un veut vous voir. Il dit que c'est important. » Léo se redressa lentement. Il n'attendait personne. Ni famille, ni amis. « Qui est-ce ? » demanda-t-il. L'infirmière hésita. « C'est le conducteur du train. »
Un étrange mélange de peur et de gratitude envahit Léo. Il déglutit difficilement et lui fit signe de laisser entrer le visiteur. Le conducteur Jean Leclerc entra dans la pièce, vêtu de son uniforme de la SNCF, sa casquette à la main. Mais il ne ressemblait en rien au vétéran confiant qui conduisait des trains depuis près de 3 décennies. Ses épaules étaient affaissées. Ses yeux étaient rouges, gonflés par les nuits blanches et les souvenirs rejoués en boucle. Il resta silencieux un moment avant de parler. Je devais vous voir vivant, dit-il, la voix tremblante. Je pensais que je vous avais tué. Léo secoua doucement la tête. Non, ce n'est pas vous. Leclerc expira d'un souffle tremblant, s'asseyant sur la chaise à côté du lit. Pendant un long moment, aucun des deux hommes ne parla. Le poids de cette nuit flottait entre eux comme un épais brouillard. Finalement, Leclerc dit, la lumière. L'avez-vous vue? Le cœur de Léo manqua un battement. Quoi? Quelle lumière? Leclerc le regarda droit dans les yeux, cherchant, désespéré. Il y avait une femme. Je sais ce que j'ai vu. Elle se tenait entre vous et le train. L'air dans la pièce se tendit. Les doigts de Léo se crispèrent lentement sur le drap. Chaque poil sur ses bras se dressa. À quoi ressemblait-elle? Demanda-t-il doucement. Leclerc n'hésita pas. Elle portait un long voile bleu. Comme celui que ma grand-mère gardait près de son lit. Elle disait toujours, la Sainte Vierge portait du bleu. Le souffle de Léo se coupa. Un frisson le parcourut. Pas de peur, mais de reconnaissance. Une reconnaissance profonde, indéniable. Sa voix se brisa en parlant. Elle a touché mon épaule. Elle m'a dit que je n'étais pas seul. Leclerc porta la main à sa bouche, submergé. Des larmes coulèrent sur ses joues, sans retenue, sans honte. Alors je ne suis pas fou, murmura-t-il. Toutes ces années, je n'ai pas prié. Je me suis éloigné de l'église. Mais cette nuit-là, quand je l'ai appelée, je jure qu'elle a répondu. Léo hocha la tête, les yeux brillants. Oui, elle a répondu. Deux hommes, étrangers jusqu'à cet instant, étaient assis côte à côte, liés par quelque chose qu'aucun ne pouvait expliquer, mais que tous deux comprenaient d'une manière ou d'une autre. Ils avaient été témoins de la même présence, non pas imaginée, non pas hallucinée, mais réelle. La dame en bleu. Le lendemain de la visite de Leclerc, Léo était assis près de la fenêtre de l'hôpital, fixant la douce lumière d'hiver qui se déversait sur le parking. Le monde semblait différent maintenant, plus calme, presque sacré. Il se repassait sans cesse la même question. Pourquoi moi? Pourquoi serait-elle venue pour quelqu'un comme moi? Vers midi, l'infirmière revint avec un autre message. Monsieur Dubois, le conducteur est de retour. Il veut vous emmener quelque part. Seulement si vous vous en sentez capable. Léo hésita, puis hocha la tête. Quelque chose en lui, un instinct, une attraction, lui disait d'y aller. Leclerc le rejoignit à l'entrée de l'hôpital. Sa voix était plus douce cette fois, plus assurée. Il y a une église à Chartres, dit-il. Un petit endroit. Ma grand-mère m'y emmenait. Je pense que vous devriez la voir. Ils roulèrent en silence. Des flocons de neige dérivaient sur le pare-brise alors qu'ils se garaient sur le parking de l'église Sainte-Cécile, un modeste bâtiment en briques avec une porte en bois bleu et un clocher qui avait clairement connu des jours meilleurs. À l'intérieur, la chapelle sentait le vieux bois, la cire de bougies, et quelque chose que Léo n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Un prêtre âgé, depuis les bancs, leur fit un signe de tête en guise de bienvenue. Leclerc guida Léo vers une alcôve latérale éclairée par une seule bougie vacillante. Et elle était là. Une statue de la Vierge Marie, délicate, sereine, les mains jointes en prière. Elle portait un voile bleu flottant, dont la teinte était sans équivoque identique à celle que Léo avait vue l'instant avant que le train ne s'arrête. Léo se figea, le souffle coupé. La pièce sembla basculer. C'est elle, murmura-t-il. Je reconnais son visage. Ses jambes le lâchèrent. Il s'effondra à genoux sur le sol en pierre, les larmes coulant avant qu'il ne puisse les arrêter. Il tendit la main, mais ne toucha pas la statue. Il tremblait simplement en sa présence. Leclerc s'agenouilla à côté de lui, posant une main sur son dos.
Je le savais, dit-il doucement. Quand vous l'avez décrite, je le savais. Léo sanglotait maintenant ouvertement, de profonds sanglots secouant un homme qui avait gardé sa douleur en lui pendant bien trop longtemps. Les souvenirs de Lucas, le divorce, la solitude, la nuit sur les voies. Tout s'abattit sur lui comme une vague qu'il ne pouvait plus retenir. Mais au centre de la tempête, une vérité brillait d'une clarté cristalline. On l'avait vu. On l'avait sauvé. Pas par hasard, pas par chance. Par elle. La dame en bleu. Dans les jours qui suivirent sa visite à Sainte-Cécile, quelque chose commença à changer en Léo, lentement d'abord, comme le dégel après un long hiver. La douleur dans sa poitrine, la lourdeur derrière ses côtes, le bourdonnement constant du désespoir qu'il avait habité si longtemps. Rien de tout cela ne disparut du jour au lendemain, mais tout s'adoucit. Il retourna dans le petit appartement qu'il considérait autrefois comme un tombeau. Maintenant, il semblait différent. Toujours silencieux, toujours solitaire, mais plus étouffant. Il plaça la photographie de Lucas sur le rebord de la fenêtre, où la lumière du matin la touchait doucement chaque jour. Bientôt, Léo se retrouva à se réveiller avant l'aube, non par peur, mais par quelque chose qui ressemblait presque à de la paix. Il commença à assister à la messe du matin à Sainte-Cécile. Le vieux prêtre, le père Pierre Moreau, l'accueillit sans question, sans jugement. Les paroissiens, pour la plupart des immigrés âgés et des familles ouvrières, le saluaient avec de chaleureux sourires. Ils ne connaissaient pas son histoire. Il n'en avait pas besoin. Il sentait quelque chose en lui, une tendresse qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Un matin tranquille, Léo se glissa sur un banc du fond alors que l'église était presque vide. Il tenait un chapelet offert par le clerc, le même que le conducteur gardait depuis son enfance. Ses doigts tremblaient sur chaque dizaine, maladroits, hésitants. « Je ne sais pas si je fais ça bien », murmura-t-il. Mais alors qu'il priait, une étrange chaleur se répandit dans ses paumes, douce, presque comme le contact qu'il avait senti sous le train. Des larmes brouillèrent les perles. Pas des larmes de chagrin cette fois, mais quelque chose de plus doux. L'espoir. La nouvelle de l'homme sauvé sur les voies se répandit discrètement dans la paroisse. Certains l'approchaient timidement, lui demandant de prier pour leurs parents malades ou leurs enfants en difficulté, non pas parce qu'ils croyaient qu'il avait un pouvoir, mais parce qu'ils sentaient qu'il avait été proche de quelque chose de sacré. Léo ne refusait jamais. Il écoutait. Il priait. Et parfois, bien qu'il ne le dise à personne, de petites choses se produisaient. Une femme souffrant d'insomnie dormit paisiblement la nuit où Léo pria pour elle. Une adolescente luttant contre la dépendance lui dit qu'elle s'était soudainement sentie plus légère sans savoir pourquoi. Un vieil homme alité par la douleur dit avoir senti une chaleur dans sa colonne vertébrale lorsque Léo lui rendit visite. Étaient-ce des miracles? Léo n'osait pas le prétendre. Mais quelque chose bougeait autour de lui. Silencieux, humble, indéniablement compatissant. Pour la première fois depuis très longtemps, Léo ne vivait plus simplement pour survivre. Il vivait pour donner, pour réconforter, pour guérir. Et au plus profond de son cœur, il savait que la dame en bleu le guidait encore. Un dimanche matin tranquille, près d'un mois après la nuit sur les voies, Léo arriva à Sainte-Cécile plus tôt que d'habitude. Le givre scintillait sur le parking de l'église, et le soleil levant projetait de longs rayons dorés sur le bitume. Léo inspira profondément, ressentant quelque chose qu'il croyait ne plus jamais ressentir, la gratitude. Après la messe, il s'attarda devant les portes de l'église, absorbant la chaleur du matin. Quelques paroissiens lui firent un signe de la main en partant. Le clerc lui donna une légère tape sur l'épaule avant de partir pour son service. Le père Moreau lui sourit depuis l'autre bout du parvis, comme s'il sentait que Léo avait encore quelque chose sur le cœur. Léo se tourna vers sa vieille 2CV. Sur son tableau de bord reposait la photo de Lucas, la même image usée qu'il avait serrée la nuit où il avait tenté de mettre fin à ses jours. Il s'arrêta avant d'ouvrir la portière, car quelque chose attira son attention. Un éclat de lumière, pas un reflet dur, pas le reflet du métal ou du verre, mais un faisceau doux et concentré, comme si la lumière du soleil avait choisi uniquement cette petite photographie et nulle part ailleurs. Léo se figea. Le faisceau brillait directement sur le visage souriant de Lucas. Le reste de la voiture restait dans l'ombre. L'air froid de l'hiver était immobile, silencieux, mais la lumière restait vive et stable, comme si elle était tenue par une main invisible. La gorge de Léo se noua. Il posa une paume tremblante sur la photo.
Lucas, murmura-t-il. Est-ce que tu vas bien? Une douce chaleur se répandit sous ses doigts. Pas la chaleur du soleil, mais quelque chose de plus profond, de plus doux, d'une familiarité poignante. La même chaleur qu'il avait ressentie sous les voies du train lorsque la dame en bleu avait touché son épaule. Les larmes montèrent à ses yeux. À cet instant, Léo n'entendit aucune voix. Il n'eut aucune vision. Il n'y eut aucune apparition, aucune lueur, aucun miracle capturé par une caméra. Mais il sentit quelque chose, le sentiment indubitable de paix, d'amour, d'une présence veillant sur lui et son fils. Une présence assez douce pour rattraper un homme qui tombe. Une présence assez forte pour arrêter un train. Une présence assez fidèle pour revenir avec un dernier signe. Léo pressa la photo contre sa poitrine, s'affaissant sur le siège du conducteur, sanglotant doucement, non de désespoir, mais d'une gratitude immense. Il comprenait maintenant. Il n'avait pas seulement été sauvé de la mort, mais pour quelque chose, pour guérir, pour donner, pour aimer, pour vivre. Et alors qu'il essuyait ses larmes, une vérité résonna dans son cœur avec une certitude absolue, la dame en bleu n'en avait pas encore fini avec lui. Si cette histoire a touché votre cœur, même un tout petit peu, prenez un moment pour respirer la vérité qui s'y cache. Peu importe à quel point une nuit peut sembler sombre, peu importe à quel point une personne s'approche du bord, la grâce peut toujours l'atteindre, l'espoir peut toujours la trouver. Et parfois, lorsque le monde croit que tout est perdu, le ciel intervient à la toute dernière seconde, discrètement, doucement, à travers une présence que nous ne pouvons expliquer, mais que nous reconnaissons d'une manière ou d'une autre. Si le parcours de Léo vous a rappelé que les miracles existent encore, que la guérison est possible et que la Vierge Marie marche toujours aux côtés de ceux qui souffrent, alors s'il vous plaît, aimez cette vidéo pour que plus d'âmes puissent la trouver. Et si vous voulez entendre d'autres histoires de foi, de miséricorde et des miracles qui se déroulent aujourd'hui en France, assurez-vous de vous abonner à Touché par la grâce. Votre clic pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin.